Stéphane Green et merci encore une fois de regarder cette nouvelle vidéo de CAPS. Et aujourd'hui, en fait, j'ai un petit peu envie de réagir à un article que la Radio Nova a publié sur son site qui présentait un tout petit jeu qui s'appelle Snakeism. Et j'avais envie de parler de ce petit jeu, non pas parce que le jeu est sympa, il est sympa, allez découvrir ça, de toute façon, comme d'habitude, c'est dans la description. Mais en fait, j'avais envie de te parler de quelque chose de très court, de très bref. J'avais envie de te parler de ce que l'on appelle la métaphore expérientielle du jeu vidéo. Donc qu'est-ce que c'est la métaphore expérientielle? En fait, c'est un outil qui permet aux jeux vidéo de diffuser, de propager, de faire comprendre un message plus facilement. Et c'est un outil qui a été développé principalement dans un article de 2009, il me semble, de Doris Rush, qui est aussi dans la description. Et cet argument vient contraster l'école que l'on nomme procéduraliste, qui se charge d'analyser des jeux vidéo, etc. Enfin, de proposer une certaine vision de comment envisager le jeu vidéo, etc. Et en fait, les procéduralistes, ils ont un concept qui est central, ils ont une idée qui est centrale dans leur pensée, c'est de dire que, en gros, les jeux vidéo mettent en place un gameplay qui a pour objectif de convaincre le joueur d'un certain message. C'est-à-dire, par exemple, en appuyant sur une certaine séquence de touches, le jeu cherche à diffuser des messages, tout simplement. Donc en gros, à chaque fois que vous jouez à un jeu vidéo, le gameplay qui est mis en place par le jeu vidéo, en fait, diffuse un certain nombre d'idées, un certain nombre d'idéologies, un certain nombre d'arguments, etc., machin bidule. Donc ça, c'est l'idée qui est centrale chez les procéduralistes. Sauf que il y a de nombreux auteurs qui viennent critiquer le procéduralisme, notamment l'un des fers de lance de la critique des procéduralistes, c'est Miguel Sicart. Lui, son propos, en gros, c'est de dire qu'il n'y a pas que le gameplay qui permet de facilement comprendre les jeux, que le joueur est tout aussi important, qu'il faut aussi considérer le joueur, et qu'on n'est pas tous égaux face à un même jeu vidéo, et donc, même si on a le même gameplay, eh bien, tous les joueurs ne vont pas forcément être convaincus par, ou ne vont pas forcément recevoir le même message. Donc ça, c'est aussi l'une des idées qui est centrale chez Sicart quand il fait une critique du procéduralisme. En 2009, il y a Doris Rush qui publie un article qui est passionnant, qui s'appelle Mechanism of the Soul, et en gros, qui analyse comment les jeux vidéo diffusent, transmettent des messages, suscitent des émotions. En tout cas, c'est en gros ce que l'article propose. Et donc, on arrive enfin à ce que l'on appelle la métaphore expérientielle, parce qu'on arrive enfin à pourquoi je parle de Snakeism. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la métaphore expérientielle? C'est en fait une façon de raccrocher le gameplay, donc de raccrocher la rhétorique procédurale. La rhétorique procédurale, c'est donc la façon, c'est la méthode que met en place un jeu vidéo, que met en place un game designer à travers un jeu vidéo pour convaincre le joueur de quelque chose. Et en gros, la métaphore expérientielle permet de combler, par exemple, quand le gameplay n'est pas suffisant, eh bien, la métaphore expérientielle permet de combler, de raccrocher l'expérience que vit le joueur dans un jeu vidéo à sa vie à lui, dans sa propre réalité, et ça permet de plus facilement convaincre le joueur de quelque chose. Maintenant, on en vient enfin à Snakeism. Et donc là, on se retrouve sur la page du jeu, et nous avons le choix entre plusieurs modes de jeu. Je vais choisir Anthropomorphism. Et donc là, je vais avoir mon jeu de Snake tel qu'il se présente et tel que tout le monde le connaît de manière assez générique. Voilà, c'est un jeu de Snake, quoi. Sauf que là, il se trouve que la petite, l'objectif se déplace. Et donc, ça donne... Oh, je viens de perdre. Ça donne une contrainte supplémentaire au joueur. Et là, je vais par exemple choisir un autre système de jeu. Je vais choisir Capitalism.
Hop, et on va commencer à jouer. Alors je ne dis rien pour expliquer après. Hop. Et là, je me retrouve, je ne peux plus acheter de pommes, je ne peux plus manger de pommes parce que, eh bien, il se trouve que mon score, en fait, c'était en train de diminuer et je n'ai plus d'argent. Et donc, là, on s'aperçoit que, en gros, nous avons pour un jeu qui est connu de tous, nous avons plusieurs modes de jeu et tous les modes sont intéressants. Et là, ici, ils sont tous nommés. Si on réfléchit un petit peu à ce qui vient de se passer, à l'expérience de jeu que nous avons eue ensemble, vraiment en direct live, eh bien, on peut se poser la question, mais pourquoi je raccroche au concept de métaphore expérientielle? Eh bien, la question que je vais vous poser en retour est la suivante. Est-ce que vous auriez compris ce qu'il se passait si, dans le cadre du Snake, eh bien, vous n'aviez pas choisi de mode de jeu qui sont nommés en fonction d'une réalité que vous connaissez. Par exemple, là on a joué au mode du jeu capitalisme, mais est-ce que vous auriez compris que on faisait référence plutôt au capitalisme si le mode de jeu s'était appelé autrement comme mode C? Parce que c'est le troisième mode qui apparaît à l'écran. Et en fait, c'est ça l'idée de la métaphore expérientielle, c'est l'idée de dire que, de toute façon, la rhétorique qui est contenue dans le gameplay, donc l'idée centrale des procéduralistes n'est pas suffisant, et que on est obligé d'habiller plus ou moins les jeux vidéo d'autres éléments qui ne font pas partie du game, que l'on va pas généralement considérer comme faisant partie du gameplay, pour pouvoir raccrocher ce que l'on veut faire passer par le gameplay à une expérience que connaît le joueur. Tout le monde peut techniquement se faire une idée du capitalisme. Par contre, c'est pas forcément évident de raccrocher l'expérience de jeu que nous avons vécue ensemble si elle n'était pas nommée capitalisme. On n'aurait pas forcément eu l'idée de dire « Ok, là, je suis en train, par le jeu, je suis en train de critiquer le capitalisme. » Et donc, en fait, c'est ça, cette idée de métaphore expérientielle. C'est le fait de prendre en compte que les joueurs sont tous différents et que les jeux vidéo doivent mettre en place des stratégies afin de permettre aux idées, à leurs arguments, d'être transférés, d'être compris plus facilement par les joueurs à travers leur gameplay. Et donc c'était un petit peu ça, cette capsule technique. On va dire que c'était finalement une capsule technique parce que j'ai encore parlé beaucoup trop longuement. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, tout ça. C'est toujours sympa d'avoir une petite remarque. Si vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête, eh bien, je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous, soit dans les commentaires, soit sur Discord, patati patata, etc. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On va dire ça. Je vous fais plein de bisous. Et comme d'habitude, merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Leur pensée, c'est de dire que, en gros, les jeux vidéo mettent en place un gameplay qui a pour objectif de convaincre le joueur d'un certain message. C'est-à-dire, par exemple, en appuyant sur une certaine séquence de touches, le jeu cherche à diffuser des messages, tout simplement. Donc en gros, à chaque fois que vous jouez à un jeu vidéo, le gameplay qui est mis en place par le jeu vidéo, en fait, diffuse un certain nombre d'idées, un certain nombre d'idéologies, un certain nombre d'arguments, etc., machin bidule. Donc ça, c'est l'idée qui est centrale chez les procéduralistes.
Sauf que il y a de nombreux auteurs qui viennent critiquer le procéduralisme, notamment l'un des fers de lance de la critique des procéduralistes, c'est Miguel Sicart. Lui, son propos, en gros, c'est de dire qu'il n'y a pas que le gameplay qui permet de facilement comprendre les jeux, que le joueur est tout aussi important, qu'il faut aussi considérer le joueur, et qu'on n'est pas tous égaux face à un même jeu vidéo, et donc, même si on a le même gameplay, eh bien, tous les joueurs ne vont pas forcément être convaincus ou ne vont pas forcément recevoir le même message. Donc ça, c'est aussi l'une des idées qui est centrale chez Sicart quand il fait une critique du procéduralisme. En 2009, il y a Doris Rush qui publie un article qui est passionnant, qui s'appelle Mechanism of the Soul, et en gros, qui analyse comment les jeux vidéo diffusent, transmettent des messages, suscitent des émotions. En tout cas, c'est en gros ce que l'article propose. Et donc, on arrive enfin à ce que l'on appelle la métaphore expérientielle, et parce que on arrive enfin à pourquoi je parle de snakeism. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la métaphore expérientielle? C'est en fait une façon de raccrocher le gameplay, donc de raccrocher la rhétorique procédurale. La rhétorique procédurale, c'est donc la façon, c'est la méthode que met en place un jeu vidéo, que met en place un game designer à travers un jeu vidéo pour convaincre le joueur de quelque chose. Et en gros, la métaphore expérientielle permet de combler, par exemple, quand le gameplay n'est pas suffisant, eh bien, la métaphore expérientielle permet de combler, de raccrocher l'expérience que vit le joueur dans un jeu vidéo à sa vie à lui, dans sa propre réalité, et ça permet de plus facilement convaincre le joueur de quelque chose. Maintenant, on en vient enfin à snakeism. Et donc là, on se retrouve sur la page du jeu, et nous avons le choix entre plusieurs modes de jeu. Je vais choisir anthropomorphism, critiquer le procéduralisme, notamment l'un des fers de lance de la critique des procéduralistes, c'est Miguel Sicart. Lui, son propos, en gros, c'est de dire qu'il n'y a pas que le gameplay qui permet de facilement comprendre les jeux, que le joueur est tout aussi important, qu'il faut aussi considérer le joueur, et qu'on n'est pas tous égaux face à un même jeu vidéo, et donc, même si on a le même gameplay, eh bien, tous les joueurs ne vont pas forcément être convaincus ou ne vont pas forcément recevoir le même message. Donc ça, c'est aussi l'une des idées qui est centrale chez Sicart quand il fait une critique du procéduralisme. En 2009, il y a Doris Rush qui publie un article qui est passionnant, qui s'appelle Mechanism of the Soul, et en gros, qui analyse comment les jeux vidéo diffusent, transmettent des messages, suscitent des émotions. En tout cas, c'est en gros ce que l'article propose. Et donc, on arrive enfin à ce que l'on appelle la métaphore expérientielle, et parce que on arrive enfin à pourquoi je parle de snakeism. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la métaphore expérientielle? C'est en fait une façon de raccrocher le gameplay, donc de raccrocher la rhétorique procédurale. La rhétorique procédurale, c'est donc la façon, c'est la méthode que met en place un jeu vidéo, que met en place un game designer à travers un jeu vidéo pour convaincre le joueur de quelque chose. Et en gros, la métaphore expérientielle permet de combler, par exemple, quand le gameplay n'est pas suffisant, eh bien, la métaphore expérientielle permet de combler, de raccrocher l'expérience que vit le joueur dans un jeu vidéo à sa vie à lui, dans sa propre réalité, et ça permet de plus facilement convaincre le joueur de quelque chose. Maintenant, on en vient enfin à snakeism. Et donc là, on se retrouve sur la page du jeu, et nous avons le choix entre plusieurs modes de jeu. Je vais choisir anthropomorphism. Et donc là, je vais avoir mon jeu de Snake tel qu'il se présente et tel que tout le monde le connaît de manière assez générique. Voilà, c'est un jeu de Snake, quoi. Sauf que là, il se trouve que l'objectif se déplace. Et donc, ça donne... Oh, je viens de perdre. Ça donne une contrainte supplémentaire au joueur. Et là, je vais par exemple choisir un autre
système de jeu, je vais choisir Capitalism. Hop, et on va commencer à jouer. Alors je ne dis rien pour expliquer après. L'objectif se déplace. Et donc ça donne... je viens de perdre. Ça donne une contrainte supplémentaire au joueur. Et là je vais par exemple choisir un autre système de jeu. Je vais choisir Capitalism. Hop, et on va commencer à jouer. Alors je ne dis rien pour expliquer après. Hop. Et là, je me retrouve, je ne peux plus acheter de pommes, je ne peux plus manger de pommes parce que, eh bien, il se trouve que mon score, en fait, c'était en train de diminuer et je n'ai plus d'argent. Et donc, là, on s'aperçoit que, en gros, nous avons pour un jeu qui est connu de tous, nous avons plusieurs modes de jeu. Et tous les modes sont intéressants. Et là, ici, ils sont tous nommés. Si on réfléchit un petit peu à ce qui vient de se passer, à l'expérience de jeu que nous avons eue ensemble, vraiment en direct live, eh bien, on peut se poser la question, mais pourquoi je raccroche au concept de métaphore expérientielle? Eh bien, la question que je vais vous poser en retour est la suivante. Est-ce que vous auriez compris ce qu'il se passait si, dans le cadre du Snake, eh bien, vous n'aviez pas choisi de mode de jeu qui sont nommés en fonction d'une réalité que vous connaissez? Par exemple, là on a joué au mode du jeu Capitalism, mais est-ce que vous auriez compris que on faisait référence plutôt au capitalisme si le mode de jeu s'était appelé autrement comme mode C? Parce que c'est le troisième mode qui apparaît à l'écran. Et en fait, c'est ça l'idée de la métaphore expérientielle, c'est l'idée de dire que, de toute façon, la rhétorique qui est contenue dans le gameplay, donc l'idée centrale des procéduralistes n'est pas suffisant, et que on est obligé d'habiller plus ou moins les jeux vidéo d'autres éléments qui ne font pas partie du game, que l'on va pas généralement considérer comme faisant partie du gameplay, pour pouvoir raccrocher ce que l'on veut faire passer par le gameplay à une expérience que connaît le joueur. Tout le monde peut techniquement se faire une idée du capitalisme. Par contre, c'est pas forcément évident de raccrocher l'expérience de jeu que nous avons vécue ensemble si elle n'était pas nommée capitalisme. On n'aurait pas forcément eu l'idée de dire